Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre espace université, l'émission sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs. Après une pause lors des vacances, nous vous revoici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, précisément à l'UCAD 2, pour suivre les activités du 60e anniversaire de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Une cérémonie qui sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, et nous aurons droit à une leçon inaugurale prononcée par le professeur Souleymane Bachir Diagne. Une leçon qui va porter sur l'éducation, penser l'éducation pour le futur. Une assistance nombreuse est venue prendre part à ces cérémonies très importantes pour la FASTEF, mais également pour le système d'enseignement sénégalais en général. Chers collègues, chers étudiants, vous êtes très nombreux à être là parce que très certainement, vous voulez suivre la leçon inaugurale du professeur Souleymane Bachir Diagne. Comme nous tous, vous vous dites heureusement que nous avons encore dans notre pays des hommes et des femmes qui aiment l'école et qui s'y investissent. Professeur, vous avez compris que nous avons besoin de votre présence. Cette présence qui rassure, cette présence qui nous réoriente. Monsieur Souleymane Bachir Diagne, professeur, merci beaucoup d'être présent parmi nous. À tous les membres du conseil académique de l'Université Cheikh Anta Diop et à tous nos invités, nous vous disons merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Mesdames, Messieurs, la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation célèbre ce 20 décembre 2022 ses 60 ans. En effet, c'est en 1962 que le Centre pédagogique supérieur fut créé pour fournir à notre pays des ressources humaines de qualité en matière d'éducation, mais aussi pour asseoir son indépendance. Les autorités avaient compris qu'une indépendance se construit et dans les cœurs et dans les esprits. Ces autorités avaient également compris que des siècles d'esclavage et de colonisation pouvaient modifier l'ADN social et culturel de nos nations. Elles savaient également, ces autorités, que ce n'est qu'à travers l'éducation qu'une reconstruction méthodique de cet ADN pourrait être amorcée. C'est ainsi que 3 ans après, le CPS est devenu École normale supérieure. Et c'est en 2008 que l'Assemblée nationale a adopté la loi 2008-40 du 20 août 2008 portant création de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pour le législateur, il s'agissait pour nous de mettre en place un dispositif de formation initiale et continue des enseignants, de mettre en place un dispositif de formation initiale et continue des corps de contrôle, de prendre en charge les activités de recherche en sciences de l'éducation et dans les didactiques des disciplines, de concevoir et de proposer des méthodes de construction de matériel didactique. La mise en place de la FASTEF devrait donc permettre à notre institution de diversifier ses offres de formation, d'augmenter ses effectifs, d'interroger ses missions à la lumière de ses actions de recherche et réciproquement. En un mot, la FASTEF doit être un hub pour relier les nœuds de construction de savoir scientifique national et international. Mesdames et Messieurs, au lendemain des indépendances, dans un contexte de reconstruction ou de construction nationale, les États africains, pour concrétiser leur projet de développement, ont lancé une politique de modernisation de leur système d'éducation nationale. L'enjeu était de faire la République par l'éducation,
Il fallait bâtir la nation par les hommes avant de la bâtir avec des pierres, en faisant de la création de structures de formation une des priorités majeures des gouvernements post-indépendance. Ainsi naquit la première université d'Afrique francophone qui allait accueillir des hommes et des femmes qui ont toujours fait la fierté du continent africain et au-delà. Cette position d'université leader se confirme de jour en jour et cette année, nous avons eu le grand bonheur de voir l'UCAD classée parmi les premières universités francophones d'Afrique. Une consécration pour les hommes et les femmes qui se donnent tous les jours pour le rayonnement de l'enseignement supérieur sénégalais. Mesdames, Messieurs, chers invités, le défi aujourd'hui est de consolider ces acquis pour garantir le rayonnement constant de notre système d'enseignement supérieur parmi les meilleurs de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Pour cela, nous pouvons compter sur le soutien et l'accompagnement de son Excellence, le président Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers l'augmentation substantielle des effectifs et de la valorisation de la fonction enseignante, à travers également l'équipement de vos laboratoires, l'organisation de la formation continue, mais aussi la mise en place de la formation à l'agrégation, etc. Après les lycées d'excellence, les classes préparatoires, il nous restait ce sénat manquant qui est la formation d'enseignants de très haut niveau, la formation à l'agrégation. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour vous dire que je ne ménagerai aucun effort pour vous accompagner dans ce sens, car, Monsieur le Doyen, votre réussite, celle des formateurs, des enseignants-chercheurs, ainsi que celle de vos étudiants et stagiaires, contribuera sans aucun doute à fonder le Sénégal de demain. C'est pourquoi le choix porté sur le professeur Souleymane Bachir Diagne pour prononcer une leçon inaugurale sur « Éduquer et former pour demain » est plus que pertinent. En effet, qui mieux que le professeur Diagne pour nous entretenir de la corrélation entre éducation, formation et futur. Monsieur le ministre, monsieur le recteur, monsieur le doyen de la FASTEF, un moment comme celui qui nous réunit, la célébration du 60e anniversaire d'une institution aussi prestigieuse que l'École normale supérieure, devenue la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, m'a semblé propice pour poser la question que vous propose le titre que j'ai choisi pour cette conférence, « Éduquer au monde qui vient ». Éduquer à l'avenir. Bien sûr, un avenir, un anniversaire, invite à se retourner sur le chemin qui a été parcouru. Celui de la FASTEF manifeste avec éclat l'engagement, la passion d'enseigner, le talent des générations de formateurs qui ont donné à notre pays ceux et celles qui l'ont servi en éduquant sa jeunesse. Et un anniversaire, c'est aussi, et c'est surtout, l'occasion de regarder loin devant et de se demander ce que le monde qui vient commande de faire aujourd'hui. C'est à la réflexion sur cette question que j'ai voulu consacrer cette leçon inaugurale que vous m'avez fait l'honneur, monsieur le doyen Moustapha Sokhna, de me confier. Dans le climat intellectuel qui est le nôtre, la première exigence que rencontre une telle réflexion est celle d'une décolonisation. Ainsi, dans les termes du penseur kényan, Ngugi wa Thiong'o, la tâche d'éducation qui nous incombe aujourd'hui est d'abord et avant tout celle d'une décolonisation de l'esprit. Son ouvrage, Decolonizing the Mind, on le sait, est un des grands classiques de la littérature dite décoloniale. Sur ce point, on peut faire cette réflexion que l'éducation en général, que ce soit en Suède, en Chine, en Afrique du Sud ou en Argentine, est synonyme de décolonisation de l'esprit. En d'autres termes, le combat pour une décolonisation des esprits est simplement synonyme de combat pour l'éducation, car la finalité de celle-ci, en quelque région du monde que ce soit, au nord comme au sud, est de débarrasser l'esprit de ce qui le colonise, c'est-à-dire de tout le fatras de préjugés et d'opinions non fondées en raison qui offusquent la lumière du savoir.
Mais on sait bien que l'on a affaire aussi à un mot d'ordre militant, commandant de décoloniser les disciplines, l'histoire, les sciences sociales en général, les humanités, la philosophie. À quoi certains ajouteront les sciences dites exactes, la mathématique ou la logique. Et si vous vous étonnez, par exemple, que l'opération décolonisation s'applique de la même manière aux sciences logico-formelles, on vous opposera souvent que c'est justement parce que votre esprit n'est pas suffisamment décolonisé que vous pensez pouvoir mettre à part, comme étant universel et donc non engagé dans l'historicité, les disciplines que voilà, c'est-à-dire les disciplines logico-formelles. Il ne faut bien entendu pas nier les liens qui tiennent ensemble dans une même configuration épistémologique les sciences dites exactes et celles sociales ou humaines. Mais faut-il pour autant ignorer qu'en matière de savoir et donc d'éducation, l'universel existe bel et bien, même s'il s'agit bien entendu d'un universel que je dirais non impérial, qu'il faut donc penser et définir d'une manière que l'on pourra dire post-coloniale. Il faut donc interroger le mot d'ordre de décoloniser les savoirs en demandant quel sens lui donner et à quoi ressemble un curriculum qui serait un curriculum décolonisé. Ce que signifie décoloniser la connaissance. Ma première réponse est que la science galiléo-cartésienne, la science de Galilée et de Descartes, comme nous appelons parfois la cosmologie moderne, n'est pas simplement occidentale. Descartes, bien qu'il définisse son travail en sciences et en philosophie comme une refondation radicale, admet que la matrice même de sa pensée est une science qui a une origine étrangère, comme son nom l'indique, celle de l'algèbre. Quand Descartes envoie tout promener en disant « je fais table rase de tout, je vais reconstruire l'édifice de la connaissance à partir de zéro », il admet tout de même, et il le dit dans les règles pour la direction de l'esprit, que ce qui lui a donné l'idée même de sa démarche et de son approche, c'est la science qui est véritablement constitutive de son approche philosophique. Et cette science, dit-il, est une science qui nous vient des étrangers, puisque cette science nous vient des Arabes. Ce sont les Arabes, Al-Khawarizmi en particulier, qui est véritablement le fondateur de la science algébrique. Je parle sous votre contrôle, cher Serigne Mamour Mbacké, avec qui je discute de ces questions-là. Eh bien, l'origine du nom auquel Descartes fait allusion est donc arabe, et l'algèbre serait ainsi une science orientale ou islamique, si nous insistons pour enfermer la connaissance dans des traditions distinctes. Au lieu de cela, la bonne conclusion est que le mot occidental et le mot tradition, dans l'expression tradition épistémique occidentale, doivent faire l'objet de questionnements. Ma seconde réponse est en fait une question. Le pourquoi pas ne devrait-il pas être la condition universelle de la production de connaissances dans toutes les traditions épistémiques et donc être la force même qui les maintient ouvertes et les empêche précisément de se pétrifier comme de simples traditions. Sur le plan pédagogique, qui est celui sur lequel nous nous plaçons, toute éducation ne doit-elle pas avoir pour principe qu'il faut enseigner à toujours demander pourquoi? C'est cela, être un enseignant. Dire, apprendre aux enfants qu'il faut toujours poser la question pourquoi. Mais il y a une meilleure question encore que la question pourquoi, c'est la question pourquoi pas. Cette question me mène au sens même du mot éducation et à la notion selon laquelle éduquer, c'est toujours ouvrir et décentrement. Ouverture et décentrement. Éduquer n'est pas identité épistémique. Éduquer, c'est un devenir épistémique. Mais avant de développer cela, il me faut m'arrêter sur la question suivante. Valoriser, comme je le fais,
le décentrement et l'ouverture comme dimension essentielle de l'éducation, n'est-ce pas accepter que dès lors qu'une cosmologie n'est pas celle de la science moderne, qu'on l'appelle ou non occidentale, n'a aucune validité et doit simplement disparaître? On pourrait me dire que je suis en train de justifier tous les épistémicides possibles et imaginables. Faut-il accepter donc l'épistémicide et se résigner à voir disparaître, avec les visions du monde qui les ont portées, les connaissances qui ont été produites hors de ce que l'on considère comme la modernité scientifique? La transformation capitaliste de la nature en ressources naturelles disponibles pour l'exploitation traduit une telle vision. Face à la dévastation qu'elle engendre aujourd'hui, les traditions épistémiques qui inscrivent la vie et l'être humain dans la nature, au cœur de la nature, et parmi les autres êtres vivants, doivent jouer un rôle crucial pour orienter et façonner notre compréhension renouvelée de ce que signifie habiter ensemble notre planète Terre. L'inscription de l'humain dans le réseau des forces vitales qui constituent le monde est le fondement même de nombreuses cosmologies africaines, on le sait. Retrouver et revivifier leur signification aujourd'hui est alors un mouvement de décolonisation épistémique nécessaire et qui doit trouver place dans nos enseignements pour demain. Mais une telle affirmation ne saurait signifier qu'il faut opposer à la cosmologie et à l'épistémologie ouverte de la science moderne les cosmologies finies des sociétés africaines ou amérindiennes. Les Indiens d'Amérique du Sud ont en général des cosmologies que l'on peut parfaitement comparer aux nôtres. Il faut savoir penser à la fois la validité de ces cosmologies finies et la vérité universelle de celle-là, scientifique, même si elle est ouverte à la falsification, et comprendre que leur langage, que les langages de ces cosmologies portent des savoirs utiles pour demain, qu'ils ne sauraient remettre en question, cependant, le savoir que porte le langage universel de la rationalité scientifique. L'historien post-hegelien du XIXe siècle, Karl von Prantl, a ainsi eu ce propos qui résume cela: les langues, dit-il, c'est-à-dire les peuples, savent. Et la langue, c'est-à-dire l'humanité, sait. Je l'aurais cité volontiers en allemand pour mon ami Elash Ibrahim Diop ici, mais malheureusement, je ne sais pas l'allemand. Voilà, avec cette citation, qui me mène à cette importante question d'une éducation pour demain, qui est celle de la place qui sera faite aux langues africaines. Leur défense et illustration a connu dans notre pays tout particulièrement des héros, qu'on peut écrire comme on veut, H-E-R-O-S ou H-E-R-A-U-T-S, dans les deux cas de figure cela convient, des héros qui n'ont eu de cesse d'insister sur leur importance. Léopold Sédar Senghor, qui a défendu le bilinguisme comme voie de l'avenir dans une conférence de 1937 ici à la Chambre de commerce de Dakar, Cheikh Anta Diop, qui a fait, on le sait, de la question des langues et des épistémologies qu'elles portent et du futur qu'elles dessinent pour notre continent, le cœur même de son combat. On peut citer également Mamadou Ndoye, qui a jeté toute son énergie militante dans la bataille, et d'autres noms encore. Que veut dire sur cette question éduquer et former pour demain en se gardant là aussi de toute simplification? Se garder de toute simplification, c'est éviter de servir, comme trop souvent, un discours qui attribue les problèmes de niveau inadéquat des enseignants et parfois, hélas, des enseignants, des enseignés et parfois, hélas, des enseignants, à l'usage d'une langue dont on déclare bien trop vite qu'elle n'est pas la nôtre, sous-entendant par là ou même disant tout haut qu'elle serait fondamentalement étrangère à notre manière authentique de penser et donc d'apprendre. Je veux parler du français. Il faut construire une continuité, certainement, entre la langue des premiers apprentissages et celle de l'école, dans une politique du plurilinguisme, et ne jamais perdre de vue que savoir penser dans plus d'une langue, penser, comme j'aime à dire, de langue à langue, c'est ultimement cela même que l'on appelle éducation.
l'éducation, ce n'est pas autre chose que la capacité de se décentrer d'une langue à une autre. Sur ce point, je cite encore le propos d'Achille Mbembe. Une université décolonisée, écrit-il, devrait placer les langues africaines au centre de son projet d'éducation et de formation. Colonialisme rime avec monolinguisme. L'université africaine de demain sera multilingue. Elle enseignera en Swahili, en isiZulu, en isiXhosa, en Shona, en Yoruba, en Hausa, en Lingala, en Gikuyu, et elle enseignera toutes ces autres langues africaines que sont devenues le français, le portugais ou l'arabe, tout en faisant place au chinois, à l'hindi, etc. Fin de la citation d'Achille Mbembe. Je souligne dans cette citation la raison pour laquelle je vous la donne, c'est pour souligner 3 points. Premier point, si le colonialisme est en effet monolingue, il ne faut pas remplacer son centrisme par un autre centrisme. Le monolinguisme colonial par un monolinguisme postcolonial, mais s'installer au contraire dans un plurilinguisme qui évoluera dans le temps. Il n'y a rien de plus absurde que de penser qu'il y a une alternative entre telle langue et nos langues nationales et que se servir celle-ci, c'est s'amputer de celle-là. Deuxième remarque, dans cette stratégie du plurilinguisme, il faudra faire toute leur place à ces langues devenues africaines qui sont l'anglais, le français, le portugais également. La romancière Elisabeth Boye Moudimbe, quand elle était encore mariée à Valentin, propose de parler de langues d'Afrique pour parler des langues qui sont nées sur le continent et de langues africaines pour parler de ces langues qui sont aussi aujourd'hui des langues devenues africaines. En général et au total, il s'agit de sortir de l'identitarisme et de comprendre la signification philosophique et éducative de la traduction, qui est ouverture et devenir. Ce que Paul Ricoeur a appelé l'hospitalité langagière, qu'il définit ainsi, le plaisir d'habiter la langue de l'autre, compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure, la parole de l'étranger. Pour m'acheminer vers ma conclusion, je voudrais évoquer cette parole fameuse de l'imam Ali ibn Abi Talib, 4e calife de l'islam, qui a déclaré « Apprenez à vos enfants autre chose que ce que vous avez appris, car ils ont été créés pour une époque différente de la vôtre. » Cette parole de l'imam éclaire parfaitement la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, en insistant sur l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de l'éducation qui est de devoir enseigner ce que l'on n'a pas soi-même appris. Mes collègues et moi faisons tous cette même expérience. Je suis sûr qu'ils partageront mon expérience, qui est que j'ai appris infiniment plus de choses lorsque je me suis mis à enseigner que ce que j'avais emmagasiné lorsque j'étais étudiant. Je croyais savoir de la philosophie lorsque j'ai eu mon agrégation. J'ai compris que je ne savais rien quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai donné ici mon premier cours, qui était un cours sur Leibniz. Quand je suis arrivé devant la salle 76, les étudiants attendaient devant en fumant tranquillement leurs cigarettes. Quand je leur ai dit d'entrer, ils m'ont regardé en se demandant pourquoi cet autre étudiant lui demande d'entrer, parce que j'avais une grosse coiffure afro et des blue jeans. Maintenant, les choses ont changé. Quand je demande aux gens d'entrer, ils entrent. Alors, on ne saurait mieux définir cette parole de l'imam Ali éclaire parfaitement donc la signification de l'éducation comme décentrement et ouverture, parce qu'elle insiste sur l'importance du fait de se donner le monde à venir lorsqu'il faut penser la transmission et de bien comprendre alors le paradoxe de notre métier. Cette parole de l'imam Ali ne faisait que reprendre au bout du compte
la parole prophétique qui commandait d'aller chercher la science fût jusqu'en Chine. Atlubil ilm walaw fi Sin. Poursuivez la science, cherchez-la s'il faut aller jusqu'en Chine. On ne saurait mieux définir l'éducation comme décentrement. Ne vous enfermez pas dans votre identité, fût-elle celle de l'islam, ni dans votre langue, fût-elle celle de la révélation. Mais comprenez que l'éducation est sortie hors de chez soi pour mieux revenir à soi. Le décentrement dans l'espace auquel invite la parole prophétique, puisqu'elle nous envoie en Chine, est aussi, et elle est d'abord, ce décentrement dans le temps dont va parler l'imam Ali. Et c'est cette notion de l'éducation comme ouverture et de l'islam comme mouvement qu'exprimera l'attitude d'un philosophe, d'un penseur, d'un activiste, d'un politique comme Jamal ad-Din al-Afghani, lorsqu'il a reproché aux oulémas de son temps de s'enfermer dans une cosmologie aristotélicienne en ignorant la science moderne et d'enseigner un paradigme qui ne leur permettait pas de penser le temps présent et celui à venir. Autrement dit, cette idée que l'enseignement, l'éducation véritable et le savoir et décentrement et regard vers l'avenir est une idée qui est non seulement valable pour l'enseignement laïque que nous servons, mais également pour l'enseignement religieux, et c'est ce que dit Jamal ad-Din Afghani. Afghani, se retrouvant devant les grands oulémas de l'islam de l'Inde à l'époque, leur dit « Vous êtes des récitatifs. La seule chose que vous êtes en mesure de faire, c'est de répéter toujours les mêmes choses dans l'identité en ignorant que notre religion est une religion du mouvement et une religion de l'ouverture vers l'avenir. On vous dira par exemple que le bon mujtahid, donc celui qui est en mesure de réfléchir à ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est celui qui est en mesure de réciter évidemment la totalité du Coran, de connaître au moins 500 cas ou plus de circonstances où on a fait intervenir les versets d'abrogation, etc., etc. Ça veut dire qu'on l'oriente vers une connaissance passée au lieu de l'orienter vers une connaissance future. Il est bon, évidemment, d'avoir toutes ces connaissances-là avec soi. Il est bon également d'être enraciné au plus profond dans l'éthique islamique. Mais il est surtout bon de comprendre son époque et de comprendre la direction de cette époque-là pour pouvoir orienter les autres également. Et c'était cela, la signification de l'éducation comme décentrement et comme ouverture. Je voudrais finir sur ce que j'appellerais une traduction pratique de ce que j'ai dit jusqu'à présent sur un plan plutôt philosophique. Le monde qui vient, on le voit sous toutes les latitudes, est un monde où les femmes, l'autre moitié du ciel, comme dit le proverbe chinois, repris souvent par Mao Zedong, seront justement plus que la moitié des jeunes accédant à l'enseignement supérieur. Même si aujourd'hui les filles connaissent bien des obstacles à surmonter pour accéder à l'école et pour y rester, il demeure que cette tendance mondiale qui va transformer les sociétés est manifeste aussi en Afrique. Il suffit de regarder aujourd'hui nos amphithéâtres pour se rendre compte que les filles et les femmes, les jeunes femmes vont devenir de plus en plus la majorité, et c'est heureux. Éduquer au monde qui vient sera tenir compte de cette tendance et l'orienter. En travaillant déjà à corriger une situation qui est le nombre bien trop faible d'étudiants dans les STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, par rapport, donc STEAM en français, par rapport à la population totale, en mettant un accent spécial sur l'accès des filles et des femmes à ces filières. On sait que la révolution de notre temps, celle de l'intelligence artificielle, ne transforme pas seulement les sociétés en transformant la signification même du travail humain. Elle transforme également nos catégories de pensée. Il nous appartient de faire en sorte que la science africaine soit présente dans cette révolution. Nous aurons alors rempli notre mission d'enseigner à nos enfants à vivre dans le monde qui sera le leur. Merci infiniment.
Mesdames, Messieurs, vous venez donc de suivre la conférence inaugurale du professeur Souleymane Bachir Diagne qui a porté sur l'éducation pour le futur, une éducation qui doit concerner tout le monde avec un décentrement, mais également avec une implication de nos langues locales afin que toutes les potentialités soient fécondées pour aller vers le développement, vers l'émergence tant souhaitée. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à la caméra portée par Ibou Thian et à la réalisation également qui a été assurée par le même Ibrahima Thian. Merci et à la prochaine fois.